Après la table ronde précédente, qui fut consacrée au dessin et à son marché, nous allons un peu remonter le cours du temps, prendre les choses à rebours, puisque nous ne nous situons plus maintenant du côté de la diffusion, mais en amont même de la production, dans le temps de la formation, puisque cette table ronde, qui va nous réunir pendant 1 heure, est consacrée donc au dessin et à son enseignement. Nous allons focaliser les choses donc sur le dessin et son enseignement dans ce qu'on appelle les enseignements supérieurs artistiques, dans les écoles supérieures d'art. Il y en a 45 en France qui sont répartis aux 4 coins du pays, ou aux 6 coins de l'Hexagone, de Brest à Strasbourg, et de Biarritz à Nice, et du Nord-Pas-de-Calais au sud, ce qui représente 12 000 étudiants, ce qui n'est pas rien. Il y a, me semble-t-il, 3 grandes idées, 3 grands principes qui régissent l'enseignement du dessin. La première idée, c'est que le dessin est fondamental et primordial, qu'il est du côté de l'ouverture de la forme, du côté du commencement, de l'esquisse, et qu'il aurait à voir à la fois avec l'attention et avec l'intention, c'est-à-dire avec le dessin 2SEIN, le dessin comme le projection, comme l'intention. À ce titre, on considère que le dessin doit s'enseigner très tôt dans le cursus, et qu'il doit se pratiquer et s'entretenir comme on entretiendrait un muscle ou un outil essentiel qui se situe à l'articulation de l'œil et de la main. La deuxième idée, qui est un peu au principe, me semble-t-il, de l'enseignement du dessin dans les écoles d'art, c'est que le dessin transcenderait les médiums et les supports, non seulement parce qu'il est de l'ordre du commencement, du principe, du fondement, non seulement parce qu'il se prête aux nouveaux outils et aux nouveaux médiums, le numérique, mais aussi parce qu'il renvoie à un mode d'appréhension et de construction des images comparable en cela à l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a un usage comme ça très, très large, très générique, le métaphorique du mot dessin, dessiner, de la même façon qu'on parle d'écriture. Et puis, troisième idée, qui est un peu le contradictoire ou antagoniste avec celle que je viens de dénoncer, c'est qu'il y a aussi, évidemment, ce salon en est la preuve chaque année, qu'il y a aussi une pratique spécifique et proprement contemporaine du dessin, à laquelle, chaque année, dans les écoles d'art, quelques étudiants se destinent et qu'il s'agit d'accompagner. C'est sur cette base, à partir comme ça de ces 3 grandes idées, que je vous propose d'engager donc la discussion sur le dessin et son enseignement, donc avec trois artistes qui enseignent dans des écoles supérieures d'art publiques en France, 3 artistes qui ont une pratique du dessin, dont l'essentiel de la pratique est tourné vers le dessin, et qui enseignent le dessin en école d'art. Donc par ordre alphabétique, au milieu des 3, il y a Carlos Castillo, qui enseigne à l'École nationale supérieure d'art de Dijon, et qui vient du reste d'organiser une journée d'études sur le dessin contemporain à l'école, en partenariat avec ce salon Drawing Now. À sa droite est assis Gilgan Gelzer, qui enseigne aux Beaux-Arts de Paris et qui aura une exposition en 2017 au cabinet des dessins Jean Bonnat aux Beaux-Arts de Paris. Il est par ailleurs représenté par la galerie Jean Fournier à Paris et par la galerie Born à Berlin.
Et à la gauche de Carlos Castillo et à ma droite, est donc assise Iris Levasseur, qui est également le artiste, donc, et enseignante à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, dont on peut voir le travail en ce moment ici même, mais aussi dans l'exposition sur le dessin contemporain Intrigantes incertitudes, qui est présentée en ce moment au Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne. Iris est représentée par la galerie Odile Louisemont. Donc je vous propose de dérouler la table ronde de la façon suivante, de vous donner la parole pendant une petite dizaine de minutes, de sorte que vous puissiez exposer très librement votre conception, votre appréhension de l'enseignement du dessin, votre pédagogie du dessin, et puis ensuite nous débattrons entre nous et évidemment avec la salle. Donc Carlos, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, donc, je suis venu vous parler de quelques exemples des travaux d'étudiants et des jeunes artistes issus de l'ENSA Dijon, dont leurs travaux me semblent pertinents et porteurs de sens. Et nous savons aujourd'hui que le dessin n'est pas seulement une activité qui s'accomplit sur un coin des tables, mais qui de plus en plus demande aussi une implication dans l'espace, où le corps est de plus en plus sollicité, utilisant une autre dynamique qui est liée évidemment à la pensée. Et le dessin me semble aussi, comme vous le savez, un réceptacle de nombreux horizons entre le réel et l'imaginaire, où la matérialité des supports et outils présents comme la poussière des crayons, les outils, les fusains, les graphites, la gomme salie avec les grains du papier, ou pour rendre visible l'invisible. Dans les multiples exemples que je vais vous présenter, ce qui est intéressant, c'est de voir que les dessins, suite à des workshops organisés dans les écoles d'art, avec en invitant des artistes qui viennent pour 4 ou 5 jours, on peut développer des problématiques qui articulent la démarche personnelle et le travail donc, de recherche d'une manière beaucoup plus ouverte, souple et à la fois engagée sur des questions qui touchent la création aujourd'hui. Il me semble important aussi de remarquer que les dessins, depuis des décennies, continuent à être un langage et devient de plus en plus un espace de travail en soi, comme un espace d'exploration créatif pour les artistes. Et par ailleurs, beaucoup d'artistes travaillent aussi dans des choses qui sont de l'ordre de la luminure ou de la photographie, où parfois on oblige les spectateurs à s'approcher pour comprendre la nature de l'objet et identifier également son élément de construction. Ce qui me semble important ici, c'est montrer en fait que le travail avec les corps, dans le cas de cette image, ou dans celle-ci, de Do Soo-min, qui a été lauréate du prix Drawing Award en 2013 à Paris. Et donc cette étudiante avait fait aussi un workshop justement entre les corps et les dessins hors papier. M'a semblé quand même très important de voir comment les étudiants peuvent s'approprier également d'un sujet de travail, ou parfois, et souvent d'ailleurs même, les critiques d'art, historiens de l'art qu'on invite dans notre école, participent et collaborent également à la construction de l'œuvre, à la réflexion de l'histoire de l'art et comment l'histoire de l'art peut aussi engager des démarches individuelles qui vont au-delà du simple exercice, même si un exercice peut être porteur, bien sûr. Mais c'est important, effectivement, qu'on puisse noter que les workshops et les ARC, ateliers de recherche et de création, peuvent donner aux artistes aujourd'hui tout un travail expérimental et qui leur demande de se positionner par rapport à l'art aujourd'hui et au niveau de la création. Dans cette image, vous avez quelques exemples des jeunes artistes qui ont été mes étudiants, qui sont devenus des artistes aujourd'hui, comme Pablo González Trejo, d'origine cubaine et américaine, et qui a réalisé donc une série de portraits d'hommes politiques qu'il appelle defacing,
Donc c'est des portraits des dictateurs et des hommes politiques du XXe siècle, comme Mao et Videla et Fidel Castro, entre autres. Et donc il a voulu souhaiter effacer par un geste assez radical et assez désacralisant de l'œuvre et des personnages qui, d'une certaine manière, ont fait du mal aux populations civiles dans certains pays du monde. Et dans son travail de défacine, en anglais ça veut dire défigurer, et il essaye aussi de barbouiller donc l'œuvre et dégrader l'œuvre d'une certaine manière pour montrer que d'une certaine manière le public se pose la question, est-ce une agression ou est-ce une dégradation? Pour cette image des personnages qui ont effectivement agressé les populations civiles, on peut se poser la question, est-ce une agression contre l'image du pouvoir honni, ou un processus naturel qui fait que l'œuvre va s'effacer avec le temps? Dans d'autres cas, on a aussi cet autre ancien étudiant qui s'appelle Laurent de Raucourt, qui va utiliser le processus également de l'image, du portrait, de l'autoportrait, ou des masques, et qui donne un côté aussi, un rapport à la mémoire, un rapport aussi à quelque chose qui va au-delà de la simple représentation figurative. Je peux vous montrer également d'autres exemples des jeunes artistes comme Franck Ursiangou, qui va lui-même se poser la question par rapport au travail aux notions conflictuelles de l'humanité aujourd'hui et de la violence qui peut se dégager. Et donc il va expérimenter avec cette œuvre qui s'appelle « Faire les murs » pour justement dessiner avec son corps, dessiner avec une force qui fait des traces, qui fait objet, comme vous pouvez le voir dans cette image. Et c'est cet aspect intéressant aussi qui devient à la fois une interrogation sur l'espace du dessin. Est-ce que le dessin doit rester encore sur papier ou est-ce qu'on peut aussi dépasser certaines limites? Les concepts deviennent quelque chose d'assez important dans la réalisation des pièces. On voit dans cette œuvre-là aussi de Rémi Amiot, ancien étudiant également à Dijon et qui a été diplômé récemment, l'année dernière, donc, qui fait un travail également sur un triptyque au pastel de grand format, où il sépare en fait les couches en trichromie pour par la suite faire une superposition de cette image qui peut évoquer un monde qui peut être lié du microcosme, macrocosme, et dont l'intérêt vient effectivement de cette idée de séparation des images. Je vais passer rapidement, parce que je ne sais pas si mon temps est j'ai encore quelques minutes, avec Tim DeFive, qui lui-même va expérimenter la surface des 4,33 mètres carrés de dessin. Il appelle silence à cette pièce, où effectivement on voit aussi tout un travail de la trace, du geste formateur de l'image. Axel Roy, un autre jeune artiste également qui était diplômé de Dijon et qui va plutôt travailler avec les processus photographiques où il essaye de prélever des images du quotidien qu'il dessine et il interroge donc les déambulations et les flux urbains, qualifiant la distance physique qui s'établit entre les personnes prises dans une action dans l'espace public. Et donc vous voyez que dans ces images, le jeune artiste va essayer de donc isoler des personnages et lui donner une certaine ambiguïté par rapport au lieu où il s'est trouvé. Je vais vous montrer rapidement les images parce qu'effectivement on est avec un temps très limité par rapport à certains travaux des workshops à Dijon où les étudiants s'impliquent dans une logique très diversifiée, expérimentant des grands, des petits ou des moyens formats, et en utilisant des images photographiques, en travaillant sur la gestualité, en travaillant sur la trace, donc comme on a ici dans le cas d'un étudiant également qui utilisait la transparence de la feuille de papier pour obtenir des éléments plus ou moins géométriques, ou l'aspect plutôt gestuel dans les grands formats pour arriver à une sorte de matérialisation physique où l'effort physique, le processus devient œuvre. Je veux rapidement également faire une suite des dessins en mouvement suite à des workshops réalisés à Dijon
Vous pouvez observer tout ce travail en fait expérimental qui me semble porteur et qui peut être lié à la fois à une performance, et peut être lié à la fois à une vidéo, où la transversalité est de plus en plus sollicitée par rapport à une chorégraphie aussi également. Ou également cet exemple de cet jeune étudiant qui voulait dessiner en faisant de la raquette. Et donc la trace, l'empreinte sur papier devient quelque chose d'autre qu'utiliser un crayon et une feuille de papier. Vous savez, il y a 2 dessins sous contrainte qui sont montrés dans ces différentes images. Et on voit comment la contrainte des jeunes artistes, des jeunes étudiants, permet ou empêche à l'un ou à l'autre de dessiner. Donc ici, ils sont fabriqués un outil pour dessiner où la force physique de l'un contre l'autre va permettre de tracer une image pour obtenir quelque chose. Alors que là, on est un peu dans la problématique du dessin aveugle, comme a fait Robert Morris. L'étudiante va travailler par reflet des miroirs que vous voyez ici, ou par la trace, l'empreinte des outils. Il y a un rapport aussi, un protocole, quand on dit dessin sous protocole, où dans un arc, atelier de recherche ou de création ou un workshop, l'étudiant va pouvoir s'impliquer avec une contrainte de la limite de son corps, vous voyez ici dans cette image, ou les outils qui lui permettront de dessiner quelque chose qui est de l'ordre du sensible, où les contrôles de l'outil n'est pas forcément dans une logique de la maîtrise du geste, mais de l'inconnu, de quelque chose qui n'est pas du tout dans ces registres habituels. Et donc, pour en finir, vous avez 2-3 images supplémentaires où l'étudiant va utiliser également des petits portraits à gauche et à droite, donc ça s'appelle Aurore Vidal, et des petits clous qui représentent un personnage qui est absorbé par un autre. Dernièrement, vous avez un jeune étudiant aussi, Yeo Yu-Young, qui va dessiner des enfants victimes de la Deuxième Guerre mondiale en donnant des coups de poing sur l'image, comme une sorte de violence physique de l'homme face à des enfants victimes d'une guerre. Ce qui m'a semblé quand même assez intéressant et porteur aussi également de sens. Et pour en finir, vous avez 2-3 images numériques où l'étudiant va travailler également par des dessins assistés par ordinateur, en traçant des lignes géométriques qui lui permettent de marquer des espaces naturels, inaccessibles, effectivement, par l'homme pour faire ce type de dessin, ou pour en finir avec Jérémy Ruiz, qui crée un protocole où des outils informatiques vont détruire l'image et la destruction du calcul informatique va laisser une trace régulière, bien définie dans ces 2 dernières images, où on pourrait penser que les jeunes artistes ont défini quelque chose de très régulier, très construit, alors que c'est finalement comme une sorte de photocopie ratée produite par une photocopieuse. Alors là, on est dans un ordre un peu différent, expérimental, qui nous dépasse et qui peut effectivement être aussi donner de nouvelles perspectives au dessin aujourd'hui. Je pense que c'est parfait, c'est parfait. Merci, merci Carlos Castillo pour cette première plongée dans le dessin et son enseignement, dans la pédagogie du dessin. Première plongée qui nous permet de bien saisir l'amplitude, la diversité, la complexité, la richesse de la pratique du dessin qui traverse à la fois les outils, les supports, qui est tout à fait accordé aussi aux nouveaux outils numériques, et plongée qui nous permet aussi de mesurer combien la pédagogie en école d'art est à la fois régie par un mode opératoire qui est le mode opératoire de l'art depuis la modernité, à savoir l'expérimentation comme le principe, et en même temps comment la pédagogie est aussi réglée par des protocoles, des sujets à partir desquels les étudiants sont invités à travailler. Gilgan Gelzer, c'est donc une deuxième plongée que vous allez nous proposer dans votre enseignement aux Beaux-Arts de Paris. Oui. Oui, ça va être assez bref.
je voulais essentiellement parler disons des circonstances et du contexte dans lequel se développe mon enseignement. Pour dire, c'est pour ça que bon, peut-être j'ai juste fait quelques images comme ça en vue de cette présentation pendant les cours et pour montrer un peu l'endroit et les circonstances de ces cours. Peut-être que c'est plutôt dans l'échange qu'on aura et les questions que je développerai peut-être certaines choses ou qu'on abordera diverses questions. Pour dire essentiellement que l'enseignement que je pratique est vraiment basé sur, ça rejoint un peu ce que disait Emmanuel, sur, je le qualifierais d'expérimental, dans le sens où il n'est pas du tout programmatique dans une matière ou par rapport à un sujet ou un modèle. C'est l'enseignement sans modèle. Est basé, et c'est ce qui était le cas aussi pour les travaux qu'on a vus, basé sur les projets personnels. Il s'adresse, en l'occurrence ici aux Beaux-Arts de Paris, aux premières années, aux deuxièmes années, et cela dans le cadre du pôle de dessin, où nous sommes 5 professeurs, avec des orientations et des pratiques et des propositions différentes. Donc, et c'est dans ce cadre-là que je me situerai plutôt dans un champ que je définirais d'expérimental. Est-ce que vous pouvez peut-être simplement nous rappeler qui sont les 4 autres professeurs, de sorte qu'on ait une idée de la galaxie? Oui, alors il y a Philippe Comard, Valérie Saunier, James Blodet et Hélène Delprat. Et voilà. Donc, est-ce que tu pourrais juste défiler un peu en diaporama, comme ça, pour donner un peu, pour situer la chose. En fait, on part donc de rien. L'idée, c'est plutôt de mettre en situation le groupe des élèves et pour moi, c'est une question de prise de position. Que le dessin m'intéresse justement dans la mesure où il faut prendre position. Bon, et que le dessin est peut-être le moyen le plus intéressant et le plus immédiat pour prendre position. Voilà. Comment dire ? Je trouve que ce qui m'intéresse en fait, et ce qu'on ne peut expérimenter, éprouver réellement à propos du dessin, c'est dans la pratique. Donc je trouve que c'est toujours un peu compliqué d'en parler. Voilà, c'est pour ça que j'ai plutôt des. On pourrait des questions. Oui, je pense. De toute façon, avec le. Alors, oui. Allez-y, je vous en prie. C'est pour ça que je montre quelques images que j'ai faites un peu à la hâte et qui pour moi sont un peu problématiques aussi parce que justement de prendre des images c'est déjà prendre une distance par rapport à ce qui se passe sur le moment et voilà donc mais c'était un petit peu situer les choses. Ensuite, ce que montrent bien ces images et en ce sens elles s'inscrivent parfaitement à la suite des images que nous a montré Carlos. C'est ces situations de travail où on est toujours dans une
tension ou une dialectique entre l'individuel et le collectif, entre la règle ou le sujet compressant et l'expérimentation la plus libre qui soit. Et dans un travail en cours avec une grande profusion aussi de propositions, avant qu'un tri, qu'une sélection ne s'opère qui vise à le distinguer ou mettre en avant telle ou telle pièce ou proposition plutôt que telle autre, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le moment de l'atelier, du laboratoire, du processus en cours. Iris, avec donc Iris Levasseur, troisième le plongée, je crois que vous avez aussi quelques images. Nous allons voir si si vous vous inscrivez vous aussi parfaitement dans cette continuité. Et peut-être pourriez-vous revenir aussi sur la... Alors non, il y a juste une petite... Ah, dites. Petite erreur, c'est pas aux Arts de Paris, c'est aux Arts Déco de Paris, à l'École nationale des arts décoratifs. Voilà. C'est pas très grave, mais ça a quand même du sens. Ou comme j'imagine que certains connaissent cette école, on y forme à la fois des artistes, mais des designers, des graphistes, des architectes d'intérieur, des scénographes. Donc cette école se distingue quand même des Beaux-Arts de Paris. Par contre, elle peut être proche d'autres écoles comme les Arts Déco de Strasbourg, par exemple, où j'ai enseigné avant de venir aux Arts Déco de Paris. Et ce qui m'intéressait tout particulièrement, en fait, c'est que pouvaient à ce moment-là se côtoyer des créateurs qu'on peut... on peut parler d'art appliqué ou d'art avec un grand A. Et donc, j'imagine que certains d'entre vous connaissent très bien les travaux, par exemple, des frères Bouroulec, les canapés, en graphisme, Laurent Fétis, ou Kloski, Kaderatia, Camille Enrault. Voilà, ce sont des gens qui sont sortis des Arts Déco. Je n'ai pas évidemment montré des images de leur diplôme, mais j'ai préféré choisir des étudiants qui sont sortis cette année ou qui sont... qui viennent juste de sortir de l'école. Ce qui m'intéressait tout particulièrement, alors moi j'avais fait mes études en double cursus à la fois aux Arts Déco et aux Beaux-Arts. Et ce qui m'avait énormément marqué à cette époque, c'était de voir à quel point aux Beaux-Arts, les étudiants n'avaient aucune culture par exemple typographique ou graphique, et aller passer un an à réinventer des affiches. Et par contre, aux Arts Déco, où il y avait une culture très pointue d'art décoratif, il y avait des trous, surtout en art contemporain. Ça s'arrêtait un petit peu au début du XXe siècle, mais après, c'était le vide sidéral. Et alors, j'avais cette envie très forte d'enseigner assez tôt. Enfin, je m'intéressais à la pédagogie. J'avais vraiment ce désir, en tout cas, par rapport au dessin aussi, parce que je pense que c'est un... Alors, il est léger, il n'entraîne pas des coûts onéreux, et surtout, il permet de dialoguer avec beaucoup de gens. C'est-à-dire que des ouvriers peuvent faire un dessin. C'est aussi... il y a une question sociale qu'on n'a pas abordée, mais qui me semble quand même fondamentale, et qui fait que le dessin est aussi permet de dialoguer entre les gens, et de manière simple, je dirais aussi comme peut l'être la musique parfois. Et ce que n'a pas, par exemple, la peinture. Je suis peintre aussi, mais je me suis vite rendu compte que de mettre en œuvre la peinture, c'était beaucoup plus complexe, et que le dessin, il y avait cette légèreté, le fait que ce soit pas onéreux, et qu'on puisse le mettre en œuvre tout le temps, dans toutes les conditions. C'est-à-dire qu'on peut aller dehors, on peut aller n'importe où, et il n'y a pas d'excuse à ne pas faire de dessin. Alors pour les étudiants c'est pratique, on peut leur dire que même dans les tranchées, même dans les cas les pires qui puissent être arrivés dans l'histoire, il y a eu des dessinateurs dans toutes les conditions, donc il n'y a aucune excuse à ne pas s'y mettre. Et puis l'autre partie qui m'a intéressée, c'était de me dire comment aujourd'hui on peut changer l'enseignement du dessin et le rendre au maximum accessible. Parce que il y a une vingtaine d'années, on en était encore à penser qu'il fallait avoir un petit talent ou qu'il fallait avoir des petites qualités techniques. Et alors, voilà, on en était encore là. Et moi, j'avais vraiment cette envie de changer ces choses-là. Et alors, de fil en aiguille, en faisant des diplômes, on m'a un petit peu aiguillé sur un directeur d'école. Et bon, ça compte aussi, les gens qui dirigent les écoles. Et j'ai rencontré Jean-Pierre Greff, qui dirigeait Strasbourg.
Et ça a été une vraie belle rencontre avec qui j'ai aussi construit une pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on aime, et puis après, il y a la manière dont on pense la pédagogie. Et Jean-Pierre Greff était aussi sur cette même longueur d'onde, à se dire on va pouvoir délocaliser le dessin et puis s'en servir surtout pour mieux faire communiquer les gens. Et à Strasbourg, il y avait aussi une vision très forte dans l'école, deux bâtiments, bâtiment art et puis le bâtiment qui était pour les graphismes, l'illustration, et les deux ne se causaient pas. Et ma mission, donc, quand j'ai débarqué là-bas, c'était d'arriver à faire du lien entre les deux. Et ça a été, voilà, ça s'est très très bien fait. Et surtout, on a commencé à se dire, on va arrêter. Alors, on n'a pas complètement arrêté, mais il y avait des cours de dessin qui étaient très académiques, et on perdait beaucoup de gens parce qu'il y avait des gens qui non seulement voulaient pas dessiner, des gens qui pensaient qu'ils ne sauraient jamais dessiner dans la vie, donc c'était pas la peine d'essayer, et d'autres qui se disaient, je vais faire de la vidéo, donc je vois pas pourquoi je m'embêterais à faire du dessin. Et on a commencé à mettre plein de workshops en place. Par exemple, un workshop après que j'avais fait aussi à Lyon, c'est de dessiner sur de la pellicule 35. Donc de faire du dessin, de le délocaliser, de trouver toutes les solutions du dessin qui seraient en dehors du dessin qu'on avait l'habitude de faire, de nus, de modèles vivants. De passer par l'édition, de passer par, je dirais, tous les chemins de traverse plutôt que d'aller sur la route habituelle. Voilà. Donc ça, c'était le premier pied. Et puis après, en arrivant à Paris, c'était un petit peu différent parce que là, c'est un énorme navire sur lequel il faut trouver l'endroit où on peut faire bouger des choses. Alors autant dire que sur des petites écoles, on peut faire bouger facilement. Sur des grandes écoles, c'est assez complexe. Et souvent, quand on prend une décision pédagogique, il faut à peu près 1 an pour que ça se mette en œuvre. Et après, il faut 1 an pour se rendre compte que c'est pas bien et de revenir en arrière. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, l'ENSAD, c'est une école extrêmement structurée. Il y a d'un côté les premières années, après, on a les 2e, 3e, et après, on a les 3e, 4e. Moi, j'ai décidé de m'inscrire aux extrémités, c'est-à-dire en première année et au diplôme, 4-5. Alors, première année, d'abord parce que c'est une vraie joie. Honnêtement, c'est un des endroits où je prends beaucoup de plaisir parce qu'il y a de la légèreté. Et puis, les étudiants ne sont pas totalement formatés. Alors, ils ont souvent fait des prépas, mais on peut déconstruire assez facilement les choses. Et là, le dessin... alors, pour vous dire, on a essayé 10 000 solutions pour les premières années. Donc, on avait fait des groupes par niveau, après des groupes par accointance, par thématique de ce qui intéressait les étudiants. On avait un souci entre les étudiants qui arrivaient en sachant très bien dessiner, ceux qui ne savaient pas du tout dessiner. Et au final, on a gardé des groupes. On s'est rendu compte que de mettre les gens par niveau de dessin, c'était le plus absurde qu'il y ait. Ça ne fonctionnait pas du tout. Et que les étudiants apprennent les uns des autres. Donc, on est resté sur des groupes comme ça. Mais... on a fait des groupes de dessin plus où quand ils ont vraiment envie d'approfondir le dessin, ils peuvent se rajouter des heures de dessin. Par contre, alors tous les cours sont pas obligatoires aux arts déco, mais en première année, on a un problème, c'est de fidéliser l'étudiant, qu'ils viennent. Donc c'est structuré et il y a des horaires et ils doivent venir. Voilà, c'est la seule année où vraiment quelque part on les oblige à dessiner. Après, on trouve effectivement des solutions pour que ça plaise à tout le monde. Et donc, on est en permanence en train de parler du bien fait, mal fait, pas fait, avec ce désir d'avoir un dessin extrêmement large. Et alors, ah oui, ça a défilé sans que je puisse... après, je parlerai des images parce que... Ouais. Si on peut revenir, parce que voilà. Après, pour les années 4-5, c'est très différent. Donc, ils ont évolué dans l'école, ils ont appris plein de choses. Et là, on leur demande tout d'un coup de prendre la parole en leur nom. Donc, nous, c'est un peu plus tardif qu'aux Beaux-Arts. C'est-à-dire qu'ils ne démarrent pas tout de suite par leur propre sujet. C'est à partir de l'année 4-5 qu'on commence alors, on leur donne... Ils ne font pas toujours ce qu'ils veulent. Il y a des protocoles, mais ils ont des libertés au sein des protocoles. On rythme les cours. Alors, par exemple, en année 4, ça démarre. Alors, je me suis associée avec Guillaume Dégé. On fait un cours à 2. Et on démarre par
un cours de téléachat où chacun doit... Alors, Guillaume, lui, collectionne beaucoup de gravures du 15e ou des choses comme ça, donc on part jamais de... Tout à l'heure, on parlait des Beaux-Arts en disant on peut partir de rien. Alors nous, on part rarement de rien aux Arts Déco, on parle plutôt de beaucoup de choses. On a plutôt tendance à amener beaucoup. Alors, on amène des choses... Et ce qui est intéressant aussi, là, c'est que le Guillaume Dégé donc, est l'illustrateur, enfin, c'est que c'est un duo formé de quelqu'un qui a quand même une pratique du dessin tourné vers l'illustration. Alors lui, il connaît plus. Alors c'est ça que moi, c'était la part, surtout pour ceux qui font de la bande dessinée, parce qu'il y a Lucas qui a fait une bande dessinée. J'avais des trous, des endroits où j'étais pas très forte, notamment les scénarios, les choses comme ça, et je me disais à deux, on va pouvoir faire très large. Et on avait aussi ce désir que les étudiants proposent des diplômes extrêmement différents les uns des autres. Et donc, avec Guillaume, ce TLHA, il peut sembler rigolo, ludique, mais en réalité, ça pousse les étudiants aussi à devenir collectionneurs. Donc, on les pousse à aller... pas à dépenser de l'argent, mais à aller aux puces, à commencer à eux-mêmes se penser comme des collecteurs d'images, de dessins, et se trouver aussi par les autres. Ils ont un cheminement qui n'est pas que leur cheminement, qui est aussi qui j'aime, qui je déteste, et s'inscrire dans l'histoire de l'art. Parce que c'était ça aussi le souci, alors notamment aux Arts Déco, où les gens débarquaient en disant avant moi rien, après moi rien, et puis c'est moi. Voilà. Donc là, on les oblige un petit peu à se positionner. Après, ils ont des cours qui sont très libres, où il faut qu'ils trouvent eux-mêmes le protocole. Donc on leur demande d'aller soit dans un lieu, soit avec des groupes de gens, et à partir de ça, de faire un projet. Donc ça peut être s'immerger chez Emmaüs pendant 3 mois, ou j'en avais un qui avait fait chez les Mormons, pour vous dire que ça peut être très large. Donc c'est à la fois un lieu ou un milieu. Voilà, donc ça, c'est aussi leur dire, nous, on est là pour vous, mais il n'y a pas que nous, il y a l'extérieur. Et l'extérieur, ce sera après l'école. Et il faut démarrer au sein de l'école, parce que sinon, ce sera difficile. Voilà, que ça ne se fasse pas après l'école. Après, il y a un aller-retour permanent avec les ateliers, c'est-à-dire qu'ils ont des ateliers qui sont ouverts, avec des techniciens extraordinaires. On a, par exemple, en gravure... Luc qui vient de Frélo-la-Courrière, donc c'est des gens qui permettent, qui donnent aux étudiants à la fois une aide technique, mais aussi qui ont eu l'habitude de travailler beaucoup avec des artistes, et donc à inventer les choses que les étudiants vont mettre en œuvre. C'est-à-dire que la technique, on les estime assez futés pour apprendre tout seul, et par contre, ce qu'on veut, c'est qu'eux apprennent à déraper. Voilà, donc c'est apprendre, un peu comme en skate, allez-y, essayez de changer ce que on vous offre. Donc vous avez toutes les possibilités, mais nous, on a envie que vous changiez ces choses-là. Alors, pour le diplôme, par contre, c'est la dernière année où là, eux, ils doivent tous se fixer. Alors on s'est rendu compte que c'est l'année la plus dure. Alors je parlais du plaisir d'enseigner en première année, on n'a que des sourires. Diplôme, ça commence c'est un petit peu dur, ça devient un peu plus nuageux, où l'étudiant se dit j'ai plus qu'1 an et après je suis sorti. Et donc on s'est dit que à la fois il allait faire que son propre projet, mais on allait lui proposer des workshops pour qu'il puisse, être en relation avec des artistes, voir comment ça peut se passer, et puis aussi avec le monde professionnel. Donc ça peut être à la fois... Alors, cette année, par exemple, j'ai fait un workshop où j'ai invité Anne-Laure Sacris, Séverine Hubbard, Emmanuel Régent et Pierre Ardouvain. Donc ils ont comme ça une rencontre de différents... artistes. Ils ont eu aussi un workshop avec Hermès. Donc ils ont à la fois des choses très précises, parce que Hermès c'est très précis, ils doivent construire une serviette de bain ou un foulard, que du dessin, proposer que des dessins, et discuter avec le directeur artistique, et puis voir, tiens, un tel est choisi, pas moi, pourquoi, se rendre compte des relations, des types de relations qu'implique ce monde-là. Et avec les artistes, c'est plus une immersion dans... le parcours d'un artiste, la construction lente d'un artiste, pour dire, c'est pas vous faites votre grand projet, mais votre grand projet, ou le diplôme, c'est une toute petite chose. En fait, ça va être très long. Voilà. Vous m'aviez prévenu que vous pouviez être très très bavarde. Non, mais c'est absolument passionnant. Alors peut-être montrer quelques images, mais je voudrais, comme le temps passe, relancer la discussion et donner la parole à la salle. Comment on fait ? Ah oui, c'est le premier alors.
Voilà, ouais, super. Ça, c'est Naël Zeiter qui est présent. Donc, pour vous montrer les différents types d'images qui jouaient sur les images didactiques et qui a fait de nombreuses éditions. Alors, j'ai pas tout de Naël parce que je voulais les... Voilà, à la fois des posters où il explique le massacre de la Saint-Barthélemy, par exemple, mais toujours c'est à la lisière de l'humour, où le Tristan et Iseult expliquait simplement, ou la crucifixion expliquée par des petits dessins qui sont didactiques, mais on n'arrive pas à savoir si c'est réel ou s'il y a de l'humour. Voilà, il est vraiment sur le fil du rasoir, la destruction de la colonne Vendôme, l'histoire de la colonne Vendôme. Alors, il avait eu un grand mur l'année dernière au Salon du Dessin, par exemple. Alors, après, c'est comment Marie Jacotet. Alors là, c'est plus des histoires personnelles, d'arriver à relater, à imaginer des contes. Donc, c'est à la lisière de l'illustration aussi. Et là, dites-nous, on est sur des images de diplôme ? Oui, ça, c'est des images de diplôme. Voilà. Alors, vous voyez une salle et en même temps la manière dont les choses sont agencées les unes avec les autres. Voilà, ça je voulais le mettre parce que pour vous montrer qu'on a aussi des gens qui passent des diplômes ensemble. Donc Martina et Textero qui toutes les deux ont décidé après l'école de travailler ensemble. Maintenant elles sont en galerie et c'est encore un duo, mais ça, elles se sont formées à l'école. Donc des immenses grands dessins d'espaces vides qui travaillent un peu sur toutes les choses qu'on remarque pas trop dans les espaces. Voilà, Luca Harari, je tenais aussi à le montrer parce que tout seul, il a construit une bande dessinée de A à Z qui va être publiée et c'était assez sidérant de le voir construire des calques à la mise en noir et blanc et puis après au passage en couleur et puis il l'a fait avec une machine qui s'appelle la Riso qu'on a aux Arts Déco et donc lui-même a retrouvé un système d'impression. Donc il y a à la fois du dessin, mais il y a aussi une réflexion sur comment j'imprime couche par couche. Qu'est-ce que ça veut dire d'imprimer couche par couche ? Voilà. Et Lucille Piketty, qui, elle, a travaillé sur la représentation de la forêt. Et là, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer par rapport à la gravure, d'utiliser des papiers, de faire des grands formats, des grands bois, de travailler avec des papiers transparents, etc. Mais pas l'aspect technique, mais pour vous dire qu'il y a un aller-retour en permanence avec les ateliers. Et là, notamment, avec Michel Wimans, on avait fait avec Richard Foguet et Michel Wimans un travail sur la double image. Donc les étudiants, dans la journée ou dans les jours qui suivaient, devaient trouver, en tout cas, des solutions de cacher, montrer des images, faire des doubles images. Et Nolwenn Vuillier aussi, dont le travail est fort intéressant, qui, je trouve que c'est bien parce qu'il y a un aller-retour entre des dessins qu'elle va faire dans la rue et puis ce qu'elle va aller travailler en estampe, en imprimant par exemple des tranches de jambon, de la dentelle, ou finalement des paysages qu'elle a dessinés, elle va les retrouver ailleurs en passant par l'estampe. Voilà. Merci. Donc on voit très bien comment l'école et ce moment absolument passionnant de la plus grande diversité des tentatives, des formes. L'intérêt, je pense aussi, de ces trois interventions, c'était de nous permettre d'appréhender comme ça, même très rapidement, mais ce que pouvait être le parcours et l'évolution du dessin dans une école, depuis ces moments comme ça d'atelier, de travail collectif, jusqu'à cette phase qui est la dernière phase du travail dans l'école, qui est la phase du diplôme. On a pu également appréhender la diversité ou l'écart qu'il pouvait y avoir entre des écoles, donc comme les Arts Déco de Paris, qui ont une offre d'enseignement qui n'est pas réduite à l'art, mais qui implique aussi les arts appliqués, avec donc toute cette question de l'illustration, du graphisme, et à cet endroit, le dessin est un trait, mais pas un trait qui sépare, et vraiment le trait qui permet de réunir, ou en tout cas de faire dialoguer, comme l'a rappelé Iris, donc non seulement les différentes options ou les différents départements des écoles, le typographe et artiste par exemple, mais aussi
les classes sociales, l'intérieur et l'extérieur, et le dessin extrêmement voilà, passionnant à cet endroit-là. Donc d'un côté, des écoles comme les Arts Déco, donc les Arts Déco Paris, les Arts Déco Strasbourg, enfin toutes ces écoles où vous avez à la fois des arts appliqués, et puis à l'autre bout, les Beaux-Arts de Paris, qui est une école qui ne propose qu'un cursus, enfin un cursus très, très diversifié, mais enfin en art, et raison peut-être aussi pour laquelle l'articulation du programme et du projet est distincte dans les deux écoles. C'est-à-dire que traditionnellement, on considère que le cursus en école d'art fait se succéder une première phase dite programme qui réunit les 3 premières années, et une deuxième phase dite le projet, représenté par les 2 dernières années, le master. Le processus d'enseignement étant un processus comme ça d'autonomisation de l'étudiant qui se détache de plus en plus des protocoles, des sujets, pour conquérir en fait son propre territoire, sa propre autonomie dans cette phase dite le projet. Eh bien, on voit que par exemple, dans une école comme les Beaux-Arts de Paris, l'enseignement du dessin est très étroitement articulé, presque exclusivement en tout cas, à la question du projet, et comme si vous le brûliez, disons, la phase, le programme, alors que dans une école comme les Arts Déco, au contraire, cette question du sujet, du point de départ, du support de départ, etc., est plus importante. Peut-être que Guilgane, vous pouvez réagir à ça ? Oui, c'est peut-être pas aussi catégorique en ce qui concerne. Oui, je crois qu'il y a quand même différentes approches. Je voudrais préciser qu'il y a effectivement, je disais tout à l'heure que les courses qui sont organisées de façon régulière s'adressent en premier lieu aux première et deuxième années, mais que l'enseignement du dessin se poursuit ensuite, mais de façon alors non obligatoire, mais il y a beaucoup d'élèves qui poursuivent le dessin, et dans le cadre des cours qui sont un peu donc modulés autrement et qui sont un peu plus à la carte, où mais qui s'inscrivent également dans ce même espace et dans ce temps. Et ce qui est intéressant, effectivement, je crois, au Beaux-Arts de Paris, c'est que il y a une coexistence, cohabitation, une rencontre des étudiants des différentes années qui se mélangent, qui se côtoient, et je pense que c'est alors à la fois c'est des différences de niveau, de génération, mais également évidemment des différences d'expérience dans le domaine du dessin, ou de disposition, disons. Ce qui m'intéresse particulièrement dans ces cours, c'est que chacun trouve une manière une forme de dessin qui soit en phase et qui puisse accompagner un projet quel qu'il soit. Et donc, en fait, dans ce système d'atelier qui est celui des Beaux-Arts de Paris, la salle de dessin est un peu une sorte de lieu de croisement et de rencontre et de confrontation de ces étudiants qui viennent et qui sont inscrits auprès d'un chef d'atelier, et donc dans des domaines très différents, évidemment. Et donc, une des choses qui me semble intéressante par rapport à la pratique du dessin, puisque peut-être effectivement ce qui m'intéresse et ce que je propose comme travail, c'est non pas un sujet, mais l'acte même de dessiner à travers et de s'interroger sur ce que ça peut être pour chacun en fonction de ses projets, évidemment, et qui va de choses très différentes, qui sont évidemment l'intérêt pour la trace, pour le signe, ou après des travaux plus sur des projets effectivement, des projections. Mais oui, dans ce sens-là, ça rejoint un peu ce que tu disais sur la mobilité, la flexibilité et la simplicité du médium qui maintenant.
Merci. Il nous reste une dizaine de minutes. Je vous propose de prendre des questions de la salle, si vous avez des questions. Non, pas de questions. Ah oui, au fond. Aux Arts Déco et aux Beaux-Arts de Paris, est-ce que vous gardez des apprentissages techniques, comme le nu ou la perspective, je ne sais pas, et puis comment vous les articulez du coup avec les cours plus créatifs où les étudiants doivent inventer les choses? Oui, c'était en ce qui concerne, je me permets au Beaux-Arts de Paris, effectivement, il faut le préciser évidemment, j'ai mentionné mes collègues enseignants au sein du pôle dessin, effectivement l'enseignement du modèle vivant, de la morphologie, du dessin d'observation est une part importante. Et qui se pratique alors évidemment aussi au sein de mes propres cours. C'est une chose qui peut que j'aborde d'une autre manière, mais qui se complète évidemment avec disons peut-être une manière plus programmatique et spécifique dans les autres ateliers. Merci. Carlos, oui. Oui, donc en fait, concernant l'école d'art de Dijon, les dessins, en fait, moi j'appelle dans mes cours les dessins pluriels parce que effectivement, en fonction des années, moi j'essaie de faire expérimenter mes étudiants dans un domaine très large qui permettra à ceux qui veulent s'intéresser à la figuration ou à un travail beaucoup plus expérimental, d'avoir la possibilité de pouvoir connaître des moyens, effectivement, les dessins du portrait, les dessins des nus, mais effectivement aussi la possibilité de faire du dessin d'imagination, dessin des projets, qui peut être adapté également à un dessin lié au volume, lié à la peinture, lié à l'installation, lié à la vidéo, à la performance. Donc c'est cette pluralité-là qui m'intéresse, et sans oublier bien sûr la partie expérimentale, la partie du projet individuel des étudiants, qui est à la fois un axe très important à Dijon, qui s'articule aussi avec des personnalités du monde de l'art. Donc régulièrement j'invite des critiques d'art. Récemment, Judica Labrador qui est venu travailler avec moi, et Pierre Tillet qui écrit dans les Frog Magazine 02 ou les cahiers du Musée d'art moderne, White Stratman, artiste aussi, qui travaille beaucoup dans l'espace, et Gilles Balmet qui est un artiste qui travaille beaucoup les papiers, Paul Ardenne, enfin critique d'art également. Donc c'est quand même une articulation qui me semble importante et capitale, que l'étudiant ne soit pas seulement dans une problématique technique, mais qu'il aille au-delà de la simple apprentissage ou de la simple expérimentation, dans une problématique d'actualité qui est aussi celle des artistes aujourd'hui qui sont hors une école d'art et qui se posent les mêmes questions. Donc il y a cette articulation, workshop intensif, colloque, journée d'études, rapport avec des personnalités du monde de l'art aujourd'hui qui se posent les mêmes questions dans une biennale, que ce soit la Biennale de Lyon, la Biennale de Venise ou ailleurs, et qui finalement vont aussi donner un sujet, bien sûr, comme parfois on le fait à la Biennale de Lyon ou à la Biennale de Venise, où les artistes vont se plonger dans la même problématique commune tout en explorant leurs particularités individuelles. Et c'est ça qui me semble important parce que c'est aussi les plonger directement dans la logique de la professionnalisation, même si le terme pour un artiste n'est pas forcément idéal, mais c'est effectivement les plonger directement dans cette partie où ils seront confrontés un jour à comment s'y prendre par rapport à une exposition, comment s'y prendre par rapport à la création, à leur espace individuel, à l'espace collectif, etc. C'est lié effectivement à cet aspect aussi du dessin mural, du dessin in situ, hors espace du papier, et qui donne un champ d'expérimentation assez large et assez diversifié dans la problématique du dessin. Merci. Iris, peut-être un mot sur cette question de l'acquisition des fondamentaux. Les fondamentaux sont obligatoires. Après, je pense que ça dépend des enseignants et puis aussi des écoles. Je sais qu'aux Beaux-Arts de Paris, la morphologie, c'est extraordinaire parce que ça a un passé colossal. Il y a une expo qui est Malaquais là-dessus, donc ça a une histoire. Nous, on n'a pas cette histoire pour la morphologie, on l'enseigne, mais pas de la même manière. C'est-à-dire d'être plongé dans un bâtiment où il y a des squelettes, toutes les formes, où il y a eu vraiment une histoire de la morphologie qui s'est construite à cet endroit, c'est extraordinaire. Alors, on n'a pas ça, par contre, en perspective, on a eu un prof très étonnant pendant des années. Donc voilà, ça dépend aussi, je pense que ces enseignements qui sont un peu particuliers peuvent dépendre aussi des accointances de certains professeurs.
Oui. Donc, oui, je suis c'est la raison pour laquelle justement il y a cette. Je pense qu'on peut se permettre, si je puis dire, une approche en complémentarité dans l'enseignement, comme tu le décris, voilà, qui interroge davantage un peu certaines pratiques et qui les peut-être qui les positionne dans une actualité ou voilà, oui, je pense que c'est dans ce sens-là où je parlais de la manière dont j'envisage ou je propose d'aborder la question du dessin dans mes cours comme plus une attitude, une question un questionnement sur ce que peut être le dessin et quelle forme il peut prendre en fonction des. Mais évidemment, il se trouve ce questionnement-là ou cette manière d'avancer se trouve en complémentarité avec les autres cours qu'il y a par ailleurs. Merci. Une autre question? Oui. Vous avez souligné en fait une dialectique entre individuel et collectif, et j'aimerais savoir un petit peu, parce que dans le domaine des arts visuels et plastiques, dont l'individu est très valorisé, peut-être c'est lié à la question de l'originalité, mais à l'intérieur peut-être de vos expériences, j'aimerais savoir un peu, est-ce que cette question-là du collectif, comment vous l'introduisez dans vos cours? Est-ce que vous avez des expériences par rapport à ça? Comment vous amenez les jeunes artistes, les étudiants à collaborer ensemble pour créer? Parce que par rapport à d'autres domaines comme le théâtre ou la musique, c'est quelque chose où il y a une culture de la collaboration qui est peut-être plus évidente. Et en art plastique visuel, j'aimerais savoir un peu de votre point de vue, qu'est-ce que vous avez comme expérience? Merci, question passionnante. Alors, Gilgan, cette dialectique ou cette articulation de l'individuel et du collectif. Oui, je trouve que c'est une question qui très, très intéressante et qui se pose. Alors moi je trouve que je reparle de mon expérience et des circonstances dans lesquelles se passent et les conditions possibles de ces ateliers de dessin dans la salle de dessin aux Beaux-Arts et cette la coexistence volontaire ou pas, parce qu'il y a une part une part obligatoire pour certains et certains voilà, se trouvent peut-être là parfois aussi un peu malgré eux, mais qui découvrent tout d'un coup une possibilité de travailler autour de un temps aussi. Je pense que c'est aussi ça qui, enfin, je dis souvent aux étudiants finalement ce qu'on propose et ce sur quoi on part finalement et ce qu'on va partager, c'est un même temps et un même espace dans lequel on se retrouve et on va se rencontrer. Et alors il y a des individualités très différentes et je trouve que là, encore une fois, le médium du dessin est une expérience formidable qui est très simple et sur le plan de la mise en œuvre. Alors, en tout cas, au départ, après, ça peut devenir très compliqué, très complexe, très sophistiqué, mais moi, ce qui m'intéresse justement, c'est cette possibilité de faire que les moyens, au départ, peuvent être extrêmement rudimentaires, très réduits à leur essentiel, hein, un crayon et un papier. Et qui pose aussi, pour moi, je trouve que c'est intéressant parce que voilà, je parlais d'engagement ou de prise de position, et je pense que c'est aussi il y a quelque chose, le dessin, il exige, je pense, je sais pas, une sorte de sincérité et de clarté dans ce qu'on exprime ou ce qu'on recherche. Ouais, et donc voilà. Alors il se passe il y a tout d'un coup des choses qui se passent sur le plan qui est voilà, des individus qui se côtoient, qui se rencontrent, et qui travaillent dans cette rencontre et parfois du coup ça suscite parfois quelque chose qu'on pourrait appeler collectif. Après, il se trouve que cette année, justement, je me suis posé cette question et à travers, j'ai invité une artiste documentation, Céline Duval, pour travailler sur
la réalisation d'une publication à partir où se pose alors un aspect particulier. Là, je parle d'un exemple un peu précis, mais j'ai constaté, enfin c'est banal de le dire, mais qu'il y a énormément de travaux ou d'élèves ou de projets de dessin, d'ailleurs pas que de dessin, mais dans le dessin c'est souvent flagrant, c'est qui se base sur l'utilisation d'images et de documents existants de toutes sortes et très souvent puisés sur Internet, ou enfin des choses comme ça qui circulent et qui sont parfois difficiles à définir ou impalpables ou immatériels. Et on a à l'École des Beaux-Arts une importante collection d'œuvres qui va de la peinture, de la sculpture jusqu'à la photographie, en passant par les estampes et les dessins. Et en invitant Documentation Céline Duval, il y a eu cette ouverture sur cette collection et cet intérêt particulier posé sur la manière dont on s'empare d'images. Et j'ai voulu en faire un travail qui est d'ordre graphique, un projet de dessin, comment on dessine avec les images, comment on les associe, pour quelles raisons. Et donc ça va être l'objet de cette publication, qui est effectivement un travail collectif, où tout d'un coup c'est un groupe qui s'est formé et qui a décidé de voir comment on relie finalement les images des uns des autres. Merci Gilgan. En effet, c'est une question passionnante et qui est au cœur du questionnement de toutes les personnes qui travaillent ou s'intéressent, qui travaillent dans les écoles d'art ou s'y intéressent. C'est-à-dire comment l'individu vient le nourrir en fait des pratiques collectives, les enrichir, les rendre possible, et puis inversement comment le collectif produit une espèce d'émulation ou de bain de milieu, d'environnement qui permet à chaque singularité de se construire. Je suis désolé, mais le temps qui nous était imparti est écoulé. Puisqu'on est dans un symposium international du dessin, on est en droit d'attente d'un symposium qui produise un peu de savoir sur la question du dessin. Loin de moi l'idée de vouloir improviser comme ça une grande conclusion, mais je voudrais juste le faire remarquer, puisque je suis arrivé à la fin de la séance précédente qui était consacrée au dessin et son marché, et bien que finalement, ce qui ressort de la brève discussion que nous avons eue ici, c'est que les traits dominants du dessin, en tout cas envisagé du point de vue de son enseignement, sont finalement à peu près les mêmes que ceux du dessin envisagé du point de vue de son marché, c'est-à-dire une espèce de simplicité, d'évidence, quelque chose qui a à voir aussi avec l'immédiateté, l'évidence, la simplicité, la rapidité. Une personne qui était ici rappelait que le dessin est souvent le premier cadeau qu'on fait, la première œuvre d'art qu'on offre, soit à un jeune enfant, soit à quelqu'un, ou la première acquisition qu'on fait. Et je crois que du point de vue de son enseignement, il y a aussi cette dimension comme ça extrêmement, c'est ce que rappelait très bien Iris, que même dans les tranchées on dessine, qu'on peut sortir, peu de matériel, peu de temps. Je voudrais juste rappeler qu'un des plus beaux moments qu'on a vécu cette année, enfin un des moments les plus intenses à l'école des Beaux-Arts de Lyon, que je dirige, donc c'était un workshop de Joël Turlinx qui est venu, et en 4 jours les étudiants ont produit énormément de pièces, et on a produit une exposition. Enfin, tout s'est fait comme ça, dans une espèce de générosité, de spontanéité, et en même temps très très réfléchi, de vitesse d'exécution, et c'est ce rapport comme ça à la vitesse, à l'évidence, au plaisir aussi, qui est vraiment au cœur du dessin, et qui en fait plus qu'un médium, un geste fondamental dans les enseignements supérieurs artistiques. Merci à vous de votre participation et à vous de votre attention. Je crois que nous allons rester, et aux étudiants, donc à vous de votre participation, les étudiants comme les autres. Et je crois que nous allons rester aux Beaux-Arts de Paris, puisqu'il me semble que c'est Jean-Marc Bustamante qui doit...
Ah, ça a été annulé. Alors, je suis désolé, je suis arrivé beaucoup trop tard. Ah oui, mais alors du coup, enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'organisation ici. Tout a été annulé. Bon, tout a été annulé. Enfin, non, pas l'après-midi, non, juste la rencontre Bustamante-Anne-Marie Schneider a été annulée. Ah oui, d'accord. Non, mais alors du coup, on aurait pu, se donner un peu plus de temps, mais je ne le savais pas. Bon, écoutez, en tout cas, nous restons là pour discuter éventuellement de façon informelle avec vous. Merci de votre attention. Merci.